Bonsoir à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de décryptage dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes en direct, comme tous les soirs, sur Médien TV. Nous sommes le lundi 16 novembre, vous le savez désormais. Tous les soirs, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Nous le faisons en votre compagnie. N'hésitez pas à réagir sur la page Facebook de Médien TV ou sur le compte Twitter, sur le hashtag 60MPC. Vous êtes déjà nombreux à avoir posté des réactions sur le sujet de ce soir. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Moulay Abdallah Sherif Fouazzani. Bonsoir, vous êtes islamologue et enseignant-chercheur. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Mohamed Ben Hamou. Vous êtes président du Centre marocain des études stratégiques. Abdallah Tourabi, directeur de publication du magazine hebdomadaire Tel Quel. Et enfin, colonel Hassan Saoud, vous êtes ancien officier supérieur des forces armées royales. Tout à l'heure, au cours de l'émission, nous aurons en direct de Paris Monsieur Abdelkarim Ben Atzerk, membre du Centre des études diplomatiques et stratégiques de Paris. Jeudi 12 novembre, Beyrouth, 43 morts. Paris, vendredi 13 novembre, 132 morts, dans l'événement le plus meurtrier sur le sol français depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces attentats, d'une nouvelle forme inédite, interpellent profondément sur le risque terroriste à travers le monde, sur les capacités des services de sécurité à y faire face, mais également et surtout sur le profil des recrues prêtes à tout pour défendre l'idéologie de Daesh. Il y a eu un avant et un après 11 septembre. Y aura-t-il un avant et un après 13 novembre? Attentat de Paris, une nouvelle ère, c'est le titre de l'émission de ce soir. Paris, vendredi 13 novembre, 6 attentats simultanés visent le 10e et le 11e arrondissement. Parmi les sites ciblés, le Stade de France et le Bataclan. Bilan, 129 morts et plus de 350 blessés. Piqué au vif, l'Hexagone se montre intraitable. La France, parce qu'elle a été agressée lâchement, honteusement, violemment, la France sera impitoyable à l'égard des barbares de Daesh. Elle agira avec tous les moyens, dans le cadre du droit, et tous les moyens qui conviennent, et sur tous les terrains, intérieurs comme extérieurs. Dès vendredi soir, un état d'urgence est décrété. Interdiction de manifestations dans la capitale, surveillance des frontières et fermeture de certains magasins et établissements publics durant le week-end. Dimanche, l'aviation française bombarde massivement le fief de l'État islamique en Syrie. 20 bombes sont larguées sur la ville d'Al-Raqqa et détruisent un poste de commandement, un centre de recrutement et un dépôt d'armes et de munitions. Réunis en Turquie, les leaders des grandes puissances mondiales se mobilisent pour la France. Nous avons atteint un consensus pour lutter contre les organisations terroristes sans faire de distinction entre elles. En tant que leader du G20, en particulier les dirigeants musulmans, nous soulignons l'importance de notre responsabilité commune contre la terreur et la violence de l'État islamique qui n'ont rien à voir avec l'islam. Daesh terörüne ve vahşetine karşı ortak sorumluluklarımız üzerinde durduk. 3 jours après les attentats, 7 individus ont été interpellés en Belgique. 2 d'entre eux sont inculpés du chef d'attentat terroriste. Les autorités judiciaires belges et françaises collaborent activement pour arrêter un 3e suspect, Salah Abdeslam, toujours en fuite. Alors messieurs, c'est vrai que vendredi dernier, dans cette émission, nous étions spécialement à Tanger et nous parlions justement, nous analysions les raisons de l'attentat, au lendemain de l'attentat à Beyrouth qui avait fait 43 morts. Funeste sort le soir, juste après notre émission, le drame de Paris. Je vais vous poser la même question que j'ai posée vendredi à l'ancien ministre des Affaires étrangères turc. La question n'était pas de savoir s'il y allait y avoir des attentats, mais quand? Est-ce que c'était ça, la question, colonel Saoud? Oui, la réponse est claire. La menace, elle est là. La probabilité d'occurrence également. Les objectifs ou les cibles sont ignorés. Mais le terrorisme, c'est du diffus. Dans ses caractéristiques, c'est le choix du temps, le choix des lieux et le choix de la cible au moment où il y a des ventres mous. Et donc, pouvoir dire ça sera ici ou là, c'est très difficile.
mais c'est lui qui a l'initiative. C'est ça la symétrie du faible. Et donc, c'est lui qui choisit, c'est lui qui cible ses objectifs avec la possibilité de ne pas se replier. Et ça, c'est une caractéristique terroriste. On ne vient pas pour revenir, on vient pour ne pas négocier et pour, évidemment, mourir après. Mohamed Ben Hamou, la France, pourquoi la France particulièrement? Elle a été frappée en début d'année. Maintenant, la France semble être en ligne de mire particulière. La France n'est pas la seule puissance occidentale à être engagée dans les bombardements, notamment en Irak. Pourquoi la France particulièrement aujourd'hui? Je pense qu'il y a d'abord le risque terroriste est là et on le savait. Donc on savait qu'on était à la veille d'une tempête terroriste. Ce qu'on ne savait pas, c'est où et quand. Malheureusement, on a cette étape Paris. Il est clair que quand il s'agit de la France, on parle donc des engagements français sur plusieurs théâtres de conflits, mais je pense aussi qu'il y a un élément qui me paraît central, c'est la présence d'un nombre important de Français, 1700 Français, parmi les combattants terroristes étrangers, enrôlés par l'État, l'organisation terroriste dite État islamique. C'est un nombre qui est important et on sait que, bien sûr, il y a aussi une présence d'un certain nombre formés sous des cellules dormantes et le retour. Il y a eu lors de ces derniers temps il y a toujours malheureusement une mauvaise gestion des retours. Ça fait. Alors on va y arriver, vraiment pour voir de quelle manière c'est géré et est-ce que la France aura les moyens, et pas seulement la France, de gérer tous ces retours-là. Abdullah Tourabi, avant qu'on commence l'émission, vous nous l'avez dit, vous avez eu un contact pendant les attentats. La question est de savoir aujourd'hui, il y a un nouveau mode opératoire qui a été mis en place, qui est nouveau. C'est-à-dire qu'en gros, on avait l'habitude, entre guillemets, des attentats à la bombe, des attentats suicides. Là, il y a un nouveau mode opératoire qui a vraiment fait la différence. Oui, bien sûr. Là, on vit dans un monde qui est dangereux, dans un monde où le terrorisme est sévi depuis quelques années, depuis maintenant une vingtaine d'années. On l'a vu dans beaucoup de pays. En France, comme vous l'avez dit, la France avait connu plusieurs attentats qui sont liés à des contextes qui sont complètement différents. Par exemple, à un moment, il y avait une projection de la guerre civile algérienne et les attentats qui ont eu lieu à Saint-Michel en France. Après, il y a eu les attentats de janvier, le 17 janvier, les attentats de Charlie Hebdo. Et là, on est devant un mode, quelque chose de complètement différent, quelque chose qui est assez inédit. C'est-à-dire que là, ce qui est important, c'est que l'ampleur de l'attentat, c'est-à-dire quand on voit qu'il y avait plusieurs actions simultanées dans plusieurs endroits de Paris. Deuxième chose, c'est le choix aussi de la ville, c'est-à-dire ça de Paris, qui reste un petit peu dans l'imaginaire de tout le monde, pas seulement l'imaginaire français, mais l'imaginaire un petit peu mondial. C'est ça ce qui a touché un petit peu les gens, c'est-à-dire Paris, c'est un petit peu le symbole de la culture, de la modernité, de la pensée, toutes les grandes valeurs qui ont changé la face du monde. C'était Paris le foyer de cette pensée-là. Et encore un élément qui est frappant, c'est que les gens qui connaissent un tout petit peu Paris, les lieux, ce sont des lieux de vie. Par exemple, le 11e arrondissement, c'est qu'on est un tout petit peu, c'est-à-dire que là où il y a les restaurants, là où il y a les cafés, là où il y a pas mal de théâtres, etc. Et donc, c'est un choix, c'est pour faire peur, pour terroriser. C'était pas la différence avec les attentats de Charlie Hebdo. Les attentats de Charlie Hebdo, c'est des attentats qui étaient ciblés. C'est-à-dire, on va toucher un journal satirique qui a été accusé d'avoir publié des dessins jugés blasphématoires. On va aussi dans un lieu un hypermarché cachère où il y a des juifs, c'est-à-dire des attentats ciblés. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est complètement aveugle, quelque chose qui veut créer de l'effroi, quelque chose qui veut paralyser la société française et justement créer une certaine division à l'intérieur de la société française où chaque arabe, chaque musulman, chaque français d'origine arabe ou d'origine musulmane, je ne sais pas si le terme peut être utilisé d'origine musulmane ou de confession musulmane, devient un suspect. Donc il y a cette volonté-là dans le choix des lieux qui est là pour effrayer, pour terroriser, d'ailleurs c'est le but du terrorisme, et aussi pour créer justement cette onde de choc dont on commence à voir les effets dès aujourd'hui. Alors, Moulay Cherif Fozoni, avant que j'arrive vers vous pour qu'on parle du niveau de radicalisation, revenons sur le mode opératoire. Colonel Saoud, vous connaissez bien les armes, de par votre passé militaire. Lorsqu'on entend des analyses qui nous disent finalement c'est très coordonné, c'est très élaboré, est-ce que c'est si élaboré et si coordonné que ça ? Je pense que oui.
D'abord, il faut détailler un peu l'opération. Vous avez un commanditaire, c'est l'État islamique. Vous avez évidemment des gens, des planificateurs, certainement des agents traitants qui seraient d'origine européenne ou française ou belge. Et puis, vous avez, en l'espèce, vous avez la Belgique, Bruxelles et vous avez Paris. Vous avez dit que c'est organisé, oui. Il faut du temps. En organisation logistique, la planification se fait en Syrie, l'organisation logistique se fait en Europe malheureusement. Les armes, on ne les a pas achetées ailleurs. Et puis, vous avez un repérage et une reconnaissance d'avance pour cibler et pour voir comment le mode opératoire. Pourquoi je dis ça? Parce que ça demande du temps. Et ça demande du temps et de la réflexion, et donc c'est élaboré. Je dis ça parce que après, cette union nationale se posera certainement, et je le dis sous le contrôle du professeur Belhamou, se posera l'efficience et l'efficacité de la communauté des renseignements qui doit anticiper et agir en amont. Juste pour peut-être ajouter un point, effectivement, nous sommes dans une nouvelle phase où on est face à une forme de terrorisme de masse, malheureusement. Deuxièmement, on est dans un mode opératoire qui se traduit sous une forme donc de commando. Et le troisième élément, c'est que nous sommes réellement maintenant donc dans le cœur de la guerre asymétrique. Donc nous sommes effectivement donc face à un acte de guerre. C'est un acte de guerre donc qui est exécuté par un commando. Le colonel Saoud donc a donné un peu l'évolution entre les commanditaires et les exécutants et les complices. Maintenant, s'agissant des armes, oui, effectivement. Donc bon, il y a d'abord donc les AK-47 connus donc sous l'appellation donc Kalachnikov. On sait c'est une arme qui est facile à manier, c'est facile à manipuler, facile à utiliser, mais ce n'est pas donc une arme que n'importe qui peut utiliser. Donc, bon, elle est légère. Oui, elle est légère donc par son poids, donc c'est une arme donc qui pèse quelques 4,5 kg, mais pour pouvoir donc la manipuler d'une manière professionnelle, il faut un entraînement spécifique. Donc, comment elle a été manipulée, on le voit donc que ces gens ont eu un entraînement spécifique sur donc l'utilisation des armes. Deuxièmement, il y a un artificier. Est-ce qu'on n'accorde pas un peu trop de technicité? Quand je parlais d'élaboration, je réfléchis aujourd'hui avec un téléphone portable, une voiture, après on va venir sur l'esprit qu'il y a, mais on prend une Kalachnikov et puis on va arroser. On n'est pas dans une technique de sniper ni de compétences extrêmement techniques. C'est la facilité dont parlait le professeur. C'est ça. Donc parce que donc là, nous sommes face à un commando de 8 éléments. 7 sur 8 portaient donc des ceintures explosives. On le sait que donc une action et la mobilité, elle n'est pas réduite à 100%, mais elle est moins, elle est faite d'une façon donc moins habile pour un porteur donc d'une ceinture. Non seulement il est porteur d'une ceinture, et non seulement donc il n'a aucune réaction psychologique ou biologique donc face à ce port de ceinture, mais il exécute avec une arme donc son kalash, il exécute, et on voit que donc son action est menée en 2 temps. Il essaie de tuer un maximum en exécutant, et après il a donc la deuxième et dernière phase donc de se faire exploser. Moulay Chrif Ouazani, j'arrive au niveau où l'embrigadement qui est de voir et qui est absolument effrayant, qui est là, c'est justement pas peur de mourir, au contraire. C'est-à-dire que le but ultime, c'est vraiment de mourir, mais avant d'entraîner le maximum de gens avec un sang-froid incroyable. Cette martyrisation aujourd'hui, mais comment on peut l'expliquer? On aura beau voir tous les aspects psychologiques de la chose. Comment on peut arriver à envoyer quelqu'un, qui sont des jeunes, faire ce genre d'exaction? Oui, c'est un processus qui est lent. C'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Vous savez, c'est les premiers jalons de la radicalisation en France particulièrement et en Europe ont commencé il y a très longtemps. Ce n'est pas il y a 5 ans ou 6 ans. Ça fait très longtemps qu'ils ont commencé. Parce que vous savez que la plupart des premières mosquées qui ont été construites ou des grands centres ont été financés par justement des pays du Golfe. Et quand on finance en monnaie, alors il y a le rechange.
c'est qu'on exige à ce qu'il y ait une certaine idéologie qui règne, et on envoie des gens se former dans ces pays-là et qui reviennent justement pour délivrer ce message. Mais ce qui est arrivé dernièrement avec le développement des réseaux sociaux, des moyens de communication modernes, c'est que les jeunes aujourd'hui, quand ils vont dans les mosquées là-bas, ils ne se reconnaissent pas, ils ne s'identifient pas dans le message délivré. La plupart des imams qui prêchent, c'est des gens qui sont venus d'ailleurs, ils n'ont pas la langue, ils n'ont pas la formation adéquate, ils ne sont pas imprégnés de la culture du pays, ils ne connaissent pas le contexte, qu'il soit politique, social, culturel. Et donc, ils n'écoutent pas ces jeunes-là. Ils ne peuvent pas répondre à leurs besoins, à leurs attentes, à leurs questions. Qu'est-ce qu'il fait? Ces jeunes refusent d'aller à la mosquée parce qu'il n'y a rien qui les intéresse. Par contre, dans les réseaux sociaux, ils trouvent des sites qui sont spécialisés. Aujourd'hui, Daesh a prouvé qu'elle a pu mettre en place des moyens de communication à travers les réseaux sociaux tellement performants qu'ils arrivent... Je suis d'accord avec vous sur la dissémination du message, la manipulation, mais aujourd'hui, sur quel bouton on appuie au niveau, vous êtes islamologue, la culture du martyr, aujourd'hui, d'où on la tire? Parce que finalement, la question, elle est là. Quand on n'est plus dans ces mouvements terroristes des années 70, des années 80, où il y avait l'intelligence de dire, allez, je vais faire des victimes, mais moi, l'objectif, c'est que je m'en sorte. Comment on appuie sur ce bouton-là en se basant entre guillemets, sur le Coran? Le culte du martyr, est-ce qu'il existe? Bien sûr, c'est un phénomène qui est connu. D'ailleurs, on a vécu ça en 2003 au Maroc. Les jeunes qui se sont fait exposer à Casablanca, ils sont passés par le même processus. C'est des jeunes d'abord qui sont ignorants, ils n'ont aucune connaissance de la religion, et on arrive à les embrigader, on arrive à les endoctriner avec des textes et avec des messages qui sont déformés pour leur dire tout simplement, vous allez travailler pour l'au-delà. Votre vie n'est plus ici. Ici, vous vivez la misère, la précarité, l'injustice. Mais par contre, vous pouvez changer les choses pour votre communauté, pour vos prochains. Vous allez vous sacrifier, mais vous aurez le paradis. Vous allez vous sacrifier, mais vous aurez tout ce que vous n'avez pas ici. Vous n'avez pas de faim, vous n'avez pas de vie confortable, mais vous allez l'avoir de l'autre côté. Et il les prépare. Et bien sûr, il y a un autre phénomène. Lors du passage à l'acte, c'est des gens qui sont drogués. Parce que quel que soit le degré d'embrigadement, il y a toujours un frein au moment de passer à l'acte et de se suicider, parce que c'est un suicide, il faut le dire. Oui. C'est des gens qui se suicident. Alors, se donner la mort, c'est pas facile. Et ça, les médecins le disent. Alors, c'est des gens qui ne sont pas normaux au moment de passer à l'acte. Moi, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le contenu. C'est-à-dire comment on embrigade les gens. Avec quel contenu? Je pense qu'il faut dire les choses clairement. À chaque fois, on entend un discours qui n'a aucun sens. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Il faut arrêter avec cette idée que ces gens-là parlent du vide. Ces gens-là n'ont aucune idéologie. Ces gens-là n'ont pas aucune source. Ces gens-là, ils lisent le même Coran que nous. Ils lisent les mêmes versets que nous. Mais ils ont une interprétation complètement différente. Il faut savoir que dans le Coran, comme n'importe quel texte religieux, comme la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on peut y trouver tout. On peut trouver des choses qui incitent à la tolérance, à la clémence, à l'amour, à la charité, comme on peut trouver de la violence, l'appel à la haine et la destruction de l'autre. Dans l'Ancien Bible, enfin dans l'Ancien Testament, il y a toujours des textes qui appellent à la destruction de l'autre. C'est-à-dire que le judaïsme a donné naissance à la sagesse juive, au mysticisme, à Ibn Maïmonide et d'autres personnes, comme il a donné naissance à des groupes sionistes ultra-orthodoxes et violents. Baruch Goldstein, par exemple, le sioniste orthodoxe qui avait tué 29 personnes à Hébron, le Khalil, c'était quelqu'un qui n'était pas drogué, c'était quelqu'un qui était drogué par l'idéologie religieuse. Il a trouvé le fondement de son acte dans la religion. Idem pour les djihadistes. Les djihadistes, ils puisent leurs sources et leur idéologie dans le texte religieux, dans le Coran. Dans le Coran, il y a des textes qui appellent à la destruction, qui appellent à la violence. Si on ne met pas ces textes religieux dans leur contexte historique, dans leur contexte culturel, bien sûr qu'on ne va produire que ça. Ces gens-là, par exemple, quand on trouve des versets dans le Coran qui dit, par exemple, « tuez les infidèles là où ils sont ». Si on prend ce texte dans son absolu, dans son sens absolu, sans le mettre dans un contexte, bien sûr qu'on va produire des fanatiques, bien sûr qu'on va produire des kamikazes, bien sûr qu'on va produire encore des djihadistes, non pas pour des mois et des décennies, mais pour des siècles encore. Donc le fondement essentiel, il est dans le texte religieux. Si on n'a pas une lecture qui contextualise le texte, qui le met justement dans son contexte historique, dans son contexte culturel, on va toujours produire ça. Nous,
il faut dire les choses aussi clairement. Le Maroc n'est pas à l'abri de ça. C'est-à-dire, il y avait des attentats en 2003, il y avait des attentats en 2007. On a produit nous-mêmes, avec nos manuels scolaires, avec nos enseignements, avec beaucoup de choses, on a produit un esprit de kamikaze, on a un esprit fanatique. C'est-à-dire, pardon, excusez-moi, je finis sur ça. Par exemple, quand on va dans une mosquée, ça commence un petit peu à se calmer à ce moment-là, mais il y a des dizaines d'années, quand on va dans une mosquée et on entend l'imam de la mosquée finir sa prière par « que Dieu détruise les juifs et les chrétiens », Allahumma dammir al-yahuda wal-nasara. Évidemment, un gamin qui a 15 ans, 16 ans, bien sûr qu'il n'a pas suffisamment de distance critique par rapport à ça, bien sûr qu'il va gober ça, bien sûr qu'il va ingérer ça, bien sûr qu'il va probablement trouver plus tard une mission historique qui va s'attribuer lui-même. Cette mission, c'est celle du djihad. Cette mission, c'est celle de combattre les infidèles. Et bien sûr, nous-mêmes, on produit avec nos textes, avec notre compréhension, avec notre interprétation littéraliste du texte, on ne peut que produire le fanatisme religieux. L'islam, ces gens-là, oui, ils sont à l'intérieur de l'islam, ils parlent à l'intérieur de l'islam, il faut l'avouer, il faut avoir le courage de le dire. Mohamed Behamou. Je pense que les groupes terroristes promettent aux jeunes le paradis à condition d'incendier la terre. Et c'est là donc où il y a un discours qui est dangereux. C'est comme si donc le passage pour ce paradis passe obligatoirement donc par tuer et par donc ces actes terroristes. Je pense que le professeur Ouazzani et c'est donc dans ce qu'ils ont dit. Moi, j'ai envie d'ajouter juste quelque chose donc dans le cas de la France et de l'Europe, c'est que donc ce sont des jeunes ignorants de la religion et ce sont des jeunes qui sont exclus socialement, politiquement, économiquement donc exclus. Ce sont des jeunes aussi donc qui sont des laissés pour compte et ce sont donc tout simplement donc des jeunes qui vivent dans des conditions très difficile. Je pense que dans le cas justement de ces jeunes, il faut parler aussi donc de l'échec des politiques d'immigration et l'échec des politiques d'intégration. Et là donc les États européens doivent assumer cette responsabilité. Maintenant donc il faut qu'on se dise que ces jeunes, pour une bonne partie, passent par une case prison. Et tout le recrutement qui se fait dans les prisons. Ce sont donc des jeunes qui sont fascinés par une simple maîtrise de la langue arabe de n'importe qui leur parle. Et ce sont donc des jeunes qui n'ont aucune connaissance. Ce sont des jeunes qui sont à la recherche d'une réalisation. Non, mais on a bien compris, on est toujours dans la même logique qui est le terreau fait que la situation sociale, on est bien d'accord, ça c'est clair. Par contre, là, ce qu'a dit Sid Sorabi aujourd'hui, il dit qu'il faut avoir le courage de le dire, on le dit pas assez, Moulay Cherif Ouazzani, vous qui êtes islamologue, par rapport à ce que dit Sid Sorabi, vous êtes d'accord avec la situation, parce qu'on a les conséquences, on a vécu finalement mai 2003, où on est quasiment dans le même mode opératoire, moins les Kalash, hein, donc... Mais c'est un phénomène qu'on vit au Maroc tous les jours. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, on le vit encore. On le vit dans les universités. On le vit dans certains regroupements, dans certaines associations de la société civile. Ça existe. C'est vrai qu'au niveau de la mosquée, aujourd'hui, c'est verrouillé. Parce que depuis la réforme du chant religieux et avec maintenant l'édition du guide de l'imam, Dalil Imam ou al-Khatib, aujourd'hui, c'est cadré. Mais même, c'est cadré. Il y a toujours des dérapages, parce qu'il y a toujours des infiltrations un peu partout dans les institutions religieuses responsables du chant. Mais bien sûr, il y a un effort énorme qui est fourni, que ce soit au niveau de l'organisation, que ce soit au niveau de l'éducation, de la formation, que ce soit au niveau sécuritaire, mais il y a toujours des choses qui nous échappent. D'où la vigilance. Et quand je dis la vigilance, c'est la vigilance de tout un chacun. Nous sommes tous responsables de la sécurité de notre pays, mais chacun à partir de son expertise, de sa connaissance, du milieu où il travaille. Le sécuritaire, l'enseignant, l'imam, le responsable politique. Mais c'est un travail où il doit y avoir une conjugaison des efforts parce que tout n'est pas blanc. Alors, colonel Saoud, d'un point de vue sécuritaire, on a beaucoup de réactions, beaucoup de tweets, je vous en lirai quelques-uns tout à l'heure, mais d'un point de vue sécuritaire, revenons à la situation de la France aujourd'hui. Des Kalachnikov, faire transiter des armes, on a l'impression que on peut faire entrer n'importe quelle arme de guerre en France. Aujourd'hui, est-ce que ça aurait permis les frontières auraient permis peut-être d'empêcher de laisser passer des armes qui viendraient des Balkans? Il faut être clair.
les armes en France étaient là depuis la guerre des Balkans, comme vous l'avez si bien dit. Les armes se vendent à Marseille, se vendent à Saint-Denis, se vendent un peu partout en France. Il ne faut pas se le cacher. Les armes qui ont servi aux attentats ne viennent pas de Syrie. Ça, c'est un point. J'aimerais compléter un peu sur cette opération parce qu'il y a du nouveau. Le nouveau, c'est la filière migratoire. Rappelez-vous le passeport syrien qui a été authentifié et il a été authentifié en tant que passeport syrien et puis les empreintes digitales du détenteur ont été authentifiées également par la Grèce. Là se pose ce problème-là. Voilà une filière dont Baghdadi a parlé. Il a dit je vous enverrai des combattants par la voie de la filière migratoire. C'est un fait nouveau. Et puis, deuxième fait nouveau, qui n'est pas nouveau en réalité. Nous avons un phénomène de fratrie. Mera et sa famille, les Kouachi et la famille, et là, maintenant, nous avons les Islam et la famille. Phénomène nouveau également, dont on doit s'occuper. Et donc, c'est une approche globale qu'il faut, comme on a parlé le professeur Ouazzani, et puis la radicalisation n'est pas visible au rayon X. C'est de l'humain qu'il faut, c'est de l'humain qu'il faut, et malheureusement, les Occidentaux sont allés dans le tout technologique au détriment de l'humain, ce que le Maroc n'a pas fait, fort heureusement. Alors, justement, pour continuer un petit peu sur ce point, les armes, effectivement, donc ce sont des armes qui proviennent d'Europe. Qui servent à alimenter même le banditisme, on le sait, les Kalachnikov, donc on connaît la filière donc, de l'Albanie et d'autres pays. On le sait donc à la fin de la guerre donc en Albanie donc dans les années 90, plus de 230 000 pièces légères sont disparues, ont été volées. C'est ce qui est aujourd'hui donc revendu. Ça vaut 600 € en Albanie et ça vaut 2500 € livré donc en France. Ça c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui ça vaut 1500 € parce que donc il y a un autre marché qui peut donc fournir. Deuxièmement, c'est la présence d'artifice. Ça coûte 1500 €. 1500 €. 1500 €. Et vous avez aussi donc la présence d'un artificier. Parce que donc bon, les ceintures, il faut donc un artificier pour les faire. Et là, on voit qu'aujourd'hui donc il y a un savoir-faire qui a été donc développé, où il y a des éléments qui ont été envoyés sur place. S'agissant de ce phénomène de fratrie, il est effectivement donc nouveau, mais on ne s'est pas rendu compte de cette évolution. Daesh, quand elle recrutait il y a 3 ans, tous ceux qui arrivaient d'Europe, on leur exigeait un recrutement de 5 membres donc proches, soit des membres de leur famille ou des amis. C'est comme ça donc bon qu'elle a réussi à tisser un large réseau et deuxièmement de développer dans le secret cette action. C'est pourquoi on est en train de découvrir maintenant dans chacune des actions donc ce phénomène de fratrie qui va malheureusement se développer. C'est vrai que maintenant donc ces groupes, qu'ils soient donc sous forme de cellules ou de groupes, ont une grande capacité aujourd'hui donc de travailler sans être pris par les radars justement et d'échapper à cette entreprise de renseignement qui connaît elle aussi donc des dysfonctionnements et on reviendra peut-être après. On va justement tout à l'heure discuter de quand François Hollande dit qu'on va durcir le ton, mettre en place à travers le dernier discours qu'il a eu devant les parlementaires, différentes mesures ont été annoncées. Est-ce qu'ils auront les moyens sécuritaires pour faire face à ce genre de choses? On le verra juste après la pause. Nous revenons dans 60 minutes pour comprendre sur les attentats de Paris. Nous essayons de comprendre, comme beaucoup de gens à travers le monde. En tout cas, alors je vous posais une question avant la pause. La sécurité, est-ce qu'il est plausible,
aujourd'hui, en l'état, de pouvoir assurer la sécurité en France? On sait que c'est très dur ailleurs, mais quelles sont les mesures qu'il faudrait mettre en place? Déjà, on a bien vu la circulation des armes qui se fait de manière très facile. Aujourd'hui, est-ce que François Hollande, après ces annonces, va être en mesure d'augmenter le niveau de sécurité? En tout cas, il l'avait promis. Je vous le disais tout à l'heure, la sécurité se traite en amont. Quand vous travaillez en aval, vous êtes dans la gestion de crise. On est en plein dedans. Et le renseignement est l'arme la plus efficace pour agir en amont. Alors aujourd'hui, le renseignement français, j'avais déjà posé la question au juge Bruguière, antiterroriste, qui était là sur ce plateau. J'avais posé la même question. Est-ce que le renseignement français aujourd'hui est aussi efficace qu'il l'était auparavant? Je pense que l'outil du renseignement aujourd'hui, un peu partout dans le monde, doit connaître donc des changements. Il doit s'adapter. Il doit s'adapter parce que donc nous sommes face à des menaces émergentes et nous sommes aussi donc dans un contexte sécuritaire donc qui est nouveau. Alors tout l'outil aujourd'hui est en train de s'adapter. Nous sommes dans des guerres asymétriques où l'ennemi et à l'intérieur, et il n'est pas forcément à l'extérieur. Nous sommes aussi donc dans une situation où des concepts ont changé. Le concept de l'ennemi a changé, le concept de l'espace change, le concept de la guerre change, et donc le concept de la sécurité change. On le voit aujourd'hui. Il y a un besoin énorme d'avoir l'appui de l'armée. Donc les deux concepts sécurité et défense aujourd'hui donc se rejoignent. Le renseignement reste l'outil et le moyen efficace pour lutter contre le terrorisme. Maintenant, il faut qu'on le sache. Il faut qu'il y ait de la vigilance et le citoyen doit assumer sa responsabilité. La sécurité n'est pas l'affaire de l'État et des services, elle est aussi donc l'affaire du citoyen. Ceci dit, quand on voit un petit peu ce que cela demande comme moyen, il faut penser donc à la coopération internationale et à la coopération interservices. Le renseignement, quand on parle de renseignement, il y a deux types de renseignement. Il y a le renseignement technique, c'est tout le renseignement qu'on peut donc avoir par les satellites, par les drones et par tous les moyens techniques. Et il y a le renseignement humain, c'est donc ce qu'on peut avoir par la collecte. Dans le renseignement, il y a aussi donc des niveaux. Ce qui est demandé donc, c'est aujourd'hui donc c'est le renseignement opérationnel. Et là, il faut aussi donc relever l'ambiguïté des positions de certains États aussi, parce que donc beaucoup ne veulent pas partager ce renseignement. Le terrorisme se nourrit du vide. Là où il y a un vide, le terrorisme donc respire et vit. Et les dysfonctionnements dans les relations entre les États, les dysfonctionnements dans les relations entre les services, les vides qu'on peut avoir aujourd'hui dans plusieurs compartiments de tout ce processus de renseignement sont exploités par les terroristes et malheureusement donc nous coûtent cher. Après, on aura Karim Benatiak au téléphone dans quelques instants. Non, mais je suis complètement d'accord. Enfin, maintenant, ce qui a été posé, la première question que vous avez posée, c'est à quand le prochain attentat? C'est-à-dire, moi, je pense que toutes les mesures sécuritaires, c'est juste pour retarder le prochain attentat. Parce qu'on voit au Maroc, c'est-à-dire, à chaque fois, on entend parler des cellules terroristes. Donc, on est devant un fait qui est là, qui va durer pendant là, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on parle de ce phénomène-là. C'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui se reproduit et qui se régénère. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement, il y a une situation qui est géopolitique, c'est-à-dire ce qui se passe au Moyen-Orient et au Proche-Orient, c'est-à-dire un sentiment d'injustice qui est ressenti chez beaucoup de musulmans, de jeunes musulmans qui disent qu'on est humilié, que l'islam est humilié, que les peuples musulmans sont humiliés, que ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Syrie, en Irak. J'ai des tweets à ce sujet-là, je vais lire tout à l'heure sur la réaction. Ça crée ce sentiment-là de frustration, de humiliation à laquelle il faut répondre. Et la réponse n'est pas seulement une réponse qui pourrait être littéraire, en verbe, mais aussi c'est une réponse sur le terrain. Et la réponse sur le terrain à cette question-là, c'est le djihadisme. Malheureusement, actuellement, que ça soit chez les jeunes musulmans de ce côté-là du rive, c'est-à-dire du monde arabe et musulman, ou de l'autre côté, actuellement, le djihad, c'est la seule réponse, c'est la seule idéologie qui est en train de prendre, qui est en train de cimenter l'esprit de certaines personnes, et c'est conçu comme la seule réponse possible à ce sentiment-là, qui commence à être un sentiment historique d'humiliation. Il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui est très ancré, le sentiment d'humiliation, le sentiment qu'on a subi une défaite historique
n'est pas seulement quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui revient de siècles, avec le fait colonial, avec ce qui s'est passé, enfin, ce qui se passe en Palestine et ce qui se passe actuellement dans cette région. Donc on doit on va vivre avec ce sentiment, on va vivre avec ce fait, non pas seulement pour des mois, mais encore pour des années et des années. On a un sujet de Karim Hendaoui, on aura juste après, on fera réagir Abdelkarim Ben Atek qui est membre du Centre des études diplomatiques et stratégiques en direct de Paris. Au lendemain des attaques meurtrières, l'État islamique revendique les attentats de Paris. Dans un communiqué publié sur Internet, l'EI évoque des représailles aux actions militaires françaises en Syrie. L'Hexagone prend part depuis septembre dernier aux opérations aériennes de la coalition internationale. S'adressant aujourd'hui au Sénat, François Hollande veut éradiquer Daesh. Notre ennemi en Syrie, c'est Daesh. Il ne s'agit donc pas de contenir, mais de détruire cette organisation. À la fois pour sauver des populations, celles de Syrie, celles d'Irak, mais je pourrais ajouter celles du Liban, de Jordanie, de Turquie, tous les pays voisins. C'est aussi de nous protéger pour éviter que viennent sur notre territoire, comme ce fut le cas vendredi, des combattants étrangers pour mener des actes terroristes. C'est à Molenbeek que les perquisitions et les arrestations se sont déroulées. La ville de banlieue est décrite par la presse internationale comme un ghetto de misère, devenu un véritable foyer de l'extrémisme radical. Réagissant aux attentats meurtriers, le Conseil supérieur des oulémas a publié samedi dernier une fatwa corrigeant la notion du djihad. Le Conseil enlève ainsi l'amalgame entre la notion du djihad et le terrorisme et fustige les actions de Daesh. On n'est pas dans l'action. Alors, nous avons Abdelkarim Ben Atek, membre du Centre des études diplomatiques et stratégiques de Paris. Bonsoir. Bonsoir, c'est Tedlaoui. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Oui, j'imagine. Alors, avant que je vous pose notre première question et vous faire réagir à tout ce qui a été dit, quelle est l'atmosphère? Vous êtes à Paris aujourd'hui, au lendemain de ces attentats. On comprend que c'est une atmosphère très lourde, mais quelle réaction vous avez par rapport à ces attentats? Il faut dire que la vie a repris aujourd'hui. Normalement, les gens essayent d'oublier, mais bon, c'est difficile, ça a été un traumatisme. Faire face à plusieurs coins de Paris ou attaquer à des coins ou à des endroits où il y a la jeunesse, s'attaquer à la France, s'attaquer au Bataclan, s'attaquer à toute production artistique. Donc en fait, aujourd'hui, les Parisiens et les Parisiennes essayent d'oublier, mais difficilement. Donc c'est un drame, il le restera, et donc ça va marquer Paris, ça va marquer la France. Quelle est la différence aujourd'hui entre les attentats contre Charlie Hebdo qui ont eu lieu en janvier et ceux d'aujourd'hui? Est-ce qu'à l'époque, beaucoup d'analyses disaient que c'était des attentats ciblés, qui ciblaient la liberté d'expression? Est-ce qu'on s'était trompé à l'époque? Alors, avant de commencer, je voulais dire bonsoir à vos invités. Je viens de suivre, même d'ici, les débats à Midi 1 TV. Et j'apprécie les interventions qui touchent à la fois plusieurs volets. Moi, je veux dire qu'en fait, on est devant un phénomène globalisé. N'oublions pas que hier, ça a été Bruxelles, et avant Bruxelles, ça a été Madrid, le Danemark, l'Égypte. Donc, en fait, on est devant un mouvement djihadiste radicalisé et un phénomène globalisé. En fait, pour moi, il n'y a pas de différence entre janvier et les attentats de vendredi. Il touche essentiellement, il vise essentiellement les fondamentaux. Et c'est quoi les fondamentaux en France? Quand on touche à Charlie, on est en désaccord avec sa vision, sa façon, son journalisme, mais on touche à la liberté d'expression qui est fondamentale en France. Quand on touche à des endroits où les gens vivent leur vie normale et profitent de la vie, c'est qu'on touche à la France. Donc en fait, voilà, on touche à la démocratie. Moi, je pense que pour faire une analyse et soulever des points peut-être qui vont être complémentaires avec les interventions de vos invités, moi je pense qu'il faut revenir un peu en arrière. Je pense que la France, depuis des années, est le pivot avec d'autres, et le pivot au niveau international pour faire face à ce montée djihadiste. N'oublions pas que c'est grâce à la France, et la France seule, qu'il y avait un nettoyage militaire du nord de Mali. Et le nord du Mali à l'époque, les djihadistes le considéraient comme une plateforme
pour construire, peut-être pas un État, mais pour construire une base solide pour un démarrage au niveau de la région. Donc c'est grâce, et c'est à cause de la France, qui a employé au moins 4000 hommes et femmes dans l'opération Serval et qui a permis de nettoyer, et le mot utilisé parmi les militaires français, nettoyer le nord de Mali. Donc la France a participé avec d'autres pour réinventer l'État malien et donc avec un processus politique accepté au niveau international. N'oublions pas que Boko Haram, s'il est actuellement bloqué, s'il est actuellement stoppé, c'est grâce à un noyau dur. Et dans ce noyau dur, il y a l'armée tchadienne. L'armée tchadienne est formée, équipée par la France. N'oublions pas encore aussi que la France elle a une présence à Koubani, avec les Américains, au niveau de l'expertise militaire, au niveau des armes et au niveau de financement. Et n'oublions pas les déplacements de plusieurs responsables politiques à la région, chez les Kurdes, invités par les Kurdes. N'oublions pas que le rapprochement actuellement qui existait, qui s'est développé entre l'Arabie Saoudite et entre la France, gêne Daesh, gêne les djihadistes. L'Arabie Saoudite a mis à la disposition de la France 12 milliards d'euros pour équiper, financer l'équipement et la mise à niveau de l'armée égyptienne. Excusez-moi de vous interrompre, mais alors est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces attentats vont modifier, infléchir les positions françaises, non seulement en Syrie, mais dans tout le Moyen-Orient? Lorsque François Hollande s'est exprimé tout à l'heure devant les parlementaires, il dit « Le président syrien Bachar el-Assad ne peut constituer l'issue, mais notre ennemi en Syrie, c'est Daesh ». Est-ce que, lorsqu'on entend ça, on comprend bien que François Hollande ne veut pas dire « on va soutenir Bachar el-Assad », mais en même temps, on exclut l'option d'essayer de le faire partir? Je pense que le fait que François Hollande a eu recours à l'article 18 et faire son discours devant le Congrès, c'est-à-dire la réunion de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, veut transmettre un message fort à la fois pour les Français en leur disant on est en guerre. En fait, beaucoup de responsables français à l'époque savaient qu'il y aurait des menaces. Mais en fait, ça a été partagé entre les responsables et entre les faiseurs d'opinion. Maintenant, c'est partagé avec l'opinion publique. C'est vrai qu'il y aura des changements vis-à-vis de la Syrie. Et ce n'est pas seulement à cause des attentats, mais plusieurs voix s'élèvent actuellement, à gauche, à droite, chez un texte en disant il faut composer avec Poutine. Et si on compose avec Poutine, d'une façon indirecte, on va composer avec Bachar el-Assad, au moins, pour une phase provisoire. Je pense qu'il y aura des changements, et des changements au niveau radical. D'ailleurs, ce qu'il a proposé aujourd'hui, ce qu'il a informé aujourd'hui le président Hollande, c'est qu'il va se réunir avec Obama et avec Poutine. Et je pense là, il y aura une discussion sur une autre approche. Et la France et Hollande va changer, va glisser vers autre chose pour régler ce problème syrien qu'il le considère comme le mal. Et comme on ne peut pas s'attaquer à Daesh sans s'attaquer au mal syrien. Et donc le mal syrien peut-être passera nécessairement pas pour composer avec Bachar el-Assad, mais peut-être Bachar el-Assad peut être comme solution provisoire. Merci beaucoup, c'est Abdelkarim Benartek. Je rappelle que vous êtes membre du Centre des études diplomatiques. Vous étiez en direct avec nous de Paris. Merci encore une fois. Vous vouliez réagir, Sébène Hamou, par rapport à ce qu'a dit Sébène Nasser? Oui, moi je pense que, bon, d'abord, sur le Mali, je ne pense pas que le problème est complètement éradiqué. Le Sahel va revenir malheureusement, donc il sera encore à la page dans un futur proche, parce que donc c'est le grand refuge. Le sud libyen est un trou noir, et là encore, donc bon, il y a une panoplie de groupes terroristes et un nombre important de groupes qui vont s'activer. S'agissant maintenant donc certes, le président français semble aujourd'hui s'orienter vers une autre approche moins rigide. Oui, donc là on joue beaucoup sur les mots, mais on sent déjà qu'il y a un glissement. Mais sur quoi je voudrais juste revenir, c'est que on est en train de penser qu'une fois que les Russes, les Américains, les Européens sont d'accord, le problème sera réglé. On va pouvoir régler certains problèmes politiques, mais le problème du terrorisme, malheureusement, il ne le sera pas. Vers quoi on est en train de s'acheminer? On est en train
d'aller vers donc une nouvelle phase qui va être celle de la prolifération des groupes, celle de l'atomisation des groupes, et on va aller donc vers donc une phase réelle d'un djihadisme global. Il y a donc 38 000 combattants terroristes étrangers, ils proviennent de plus de 67 pays, de tous les continents. Là, aujourd'hui, donc, tous ces gens, ils vont repartir soit chez eux, soit sous d'autres cieux. Beaucoup vont revenir dans des zones qui ne sont pas contrôlées, dans des espaces où il y a beaucoup de vides, c'est-à-dire le Sahel-Sahara. Je pense que nous sommes, dans un premier temps, on est entré avec les attentats de Paris dans le premier acte de la tempête terroriste, et ça va un petit peu donc se diffuser un peu partout. Là, sur Rabi. Ensuite, on parlera de quelque chose qui est arrivé. J'ai aussi une réaction à faire. Oui, on le fera bien sûr sur la fatwa qui a été émise par le Conseil des ulama, qui est extrêmement importante parce que c'est aussi quelque chose de très innovant. Non, enfin, c'est juste une réaction qui est très très rapide par rapport à ce que vient de dire Soumaïla. Bien sûr, parfois pour le président français, il fallait réagir par rapport à ça. C'est tout à fait normal. Il le dit, c'est le mot qui revient tout le temps. La France est en guerre, on est dans une situation de guerre, donc il fallait réagir. Mais est-ce que cette réaction est une solution? Moi, je vous pose la question. Montrez-moi une seule intervention étrangère, occidentale, qui s'est faite dans le monde arabe et le Moyen-Orient et qui a donné des résultats fructueux. Je veux bien la connaître. On a entendu, moi je veux juste visualiser, quand on dit qu'on a envoyé des avions, on a bombardé une unité de commandement, un camp d'entraînement, voilà, et une réserve de munitions. J'essaie de visualiser, c'est quoi exactement? Je vais vous dire ce que j'en pense. On bombarde, on fait de la guerre d'attrition, soi-disant. C'est quoi un centre d'entraînement de Daesh? C'est des pneus et un petit terrain vague et des gens qui s'entraînent. Écoutez, les centres de commandement, c'est quoi? Il ne faut pas surdimensionner. Moi, j'estime que les attentats de Paris ont fait beaucoup plus de dégâts que plusieurs frappes réunies. 129 morts d'un seul coup, ce n'est pas les frappes aériennes qui les ont fait en une journée. En moins de 2 heures, ou enfin de 3 heures, on a fait. Et donc, il faut dimensionner comme il faut. On a les centres de commandement, des cibles stratégiques et tout ça. Je ne sais pas si un centre de commandement, ça peut être une maison en pisée. Et oui. Non, mais la boîte de Pandore a été ouverte avec l'intervention américaine en Irak en 2003, c'est-à-dire Daesh actuellement, qui contrôle presque le tiers des territoires irakiens. C'est le fruit, le résultat de ça. Quelque chose qu'on oublie. Daesh, c'est ça quelque chose qu'il faut expliquer et réexpliquer aux gens, aux auditeurs et aux téléspectateurs. C'est que Daesh a une légitimité en Irak. Daesh est l'expression de la revanche de la population sunnite par rapport à l'oppression du régime de Maliki, le régime pro-iranien et chiite, et qui s'est comporté en dictateur, et qui s'est comporté avec une arrogance et une violence inouïe par rapport à la population sunnite. Actuellement, Daesh est complètement légitime dans les villes qu'il commande. Al-Mosul, Anbar, c'est un pouvoir légitime. L'expression État islamique correspond à une réalité. C'est un État. C'est-à-dire, ils ont une monnaie, ils ont des policiers, ils ont des ministères. C'est un État qui existe. C'est un presque État. C'est un presque État. Non, c'est pas. Pardon, c'est pas un pseudo-État. C'est un État. Mais par contre, à l'encontre de la définition de l'État, c'est un État qui ne croit pas aux frontières. Pour l'État, c'est quelque chose qui est en expansion, tout le temps en expansion. Il lui manque les fondements juridiques, donc, mais sinon, donc c'est un presque État. Et la reconnaissance internationale, ça nous rappelle autre chose. Abdullah Sharif Ouazzani. Il y a quelque chose de très innovant dans le monde arabe, le fait que le Maroc, à travers le Conseil des ulama, ait émis cette fatwa. Pourquoi maintenant? Et est-ce que c'est quelque chose qui peut toucher? Oui, c'est un travail dans l'urgence. Parce qu'il y a un événement exceptionnel qui s'est passé en France, et nous, on sait qu'on est en danger, parce que nul n'est à l'abri. Aujourd'hui, on peut recevoir une frappe partout dans le monde. Et donc, on essaie de réagir. Mais il faut agir, il ne faut pas réagir. Nous sommes conscients. Nous avons déjà été touchés en 2003. On a commencé une ébauche de restructuration, mais au niveau du champ religieux, au niveau des mosquées, au niveau de la formation des imams. Mais il faut l'élargir à la population, parce qu'aujourd'hui, le style ou la manière de recruter les jeunes, ce n'est plus la manière traditionnelle. Il y a une évolution des mœurs, il y a aussi une évolution de la technologie. Nos jeunes sont tous aujourd'hui branchés sur le net.
Et c'est à travers le net aujourd'hui que ça se passe. Alors, ça ne se passe plus dans la mosquée. Cette fatwa, quelle est sa consistance? En gros, qu'est-ce qui est dit à l'intérieur? Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a un mot qui revient partout, c'est le djihad. Et les gens sont un petit peu... Donc il fallait remettre les points sur les i, voilà, sur la définition même du djihad. Bien sûr, c'est extraordinaire, parce qu'il faut remettre les choses sur le plan du sens. Oui. Alors, vous ne voulez pas dire contexte, comme dit Tourabi? Non, c'est pas le contexte. Non, mais... Parce que moi, je vais aller un petit peu en profondeur. Aujourd'hui, il y a une interprétation déformée du djihad. On le rétrécit juste dans le fait de guerroyer, de faire la guerre, de s'affronter. Alors que c'est un événement exceptionnel qui est réservé à l'ultime étape où rien ne marche, où la cohabitation ne marche plus, le dialogue ne marche plus, la communication ne marche plus, et on est obligé de réagir pour se protéger. Alors que le vrai djihad, le premier djihad qui a été instruit, la première recommandation au prophète de faire le djihad, c'était le premier jour de la révélation. Quand il le reçoit, l'archange Gabriel, il vient lui dire « Apprends, iqra ». Et il répond « Ma ana biqari ». Je ne sais pas apprendre, parce que c'était apprendre. Ça veut dire quoi? C'est la notion d'apprentissage, la science, le savoir, la connaissance. C'est ça le vrai djihad. C'est quoi la racine du mot djihad? Juhdun, juhdun, jim, dil, c'est l'effort. C'est à chaque fois qu'on doit faire un effort exceptionnel pour réaliser quelque chose d'extraordinaire. L'apprentissage, aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on doit faire l'effort, surtout à un moment où nous, notre éducation, notre formation, notre échoua. Nous avons des problèmes. C'est le moment où aujourd'hui on doit faire l'appui sur la notion du djihad dans l'apprentissage, dans l'acquisition du savoir, dans la djihad al-nafs, la l'épuration. Est-ce qu'elle va tirer au cœur, cette fatwa? Est-ce qu'elle va avoir du sens pour des jeunes qui sont déjà embrigadés ou en cours d'embrigadement? Mais est-ce qu'ils vont l'écouter d'abord? Parce que ça va se passer dans les mosquées. Aujourd'hui, c'est pas dans les mosquées seulement où on doit agir. Aujourd'hui, tous les supports de communication doivent être activés. Je parle de l'école, je parle de l'université, je parle de la télévision, je parle de la radio, je parle des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une approche globale. C'est tout bien, c'est bien. Moi, je trouve ça bien beau, c'est-à-dire la fatwa du Conseil des ulama, tout ce qui vient être dit, c'est-à-dire sur le djihad, c'est-à-dire c'est une interprétation qui est louable, c'est quelque chose, un effort qu'il faut le dire, et c'est aussi pour la consommation interne, comme pour la communication à l'étranger, c'est-à-dire les Français qui sont touchés par ça, et ils voient qu'il y a un Conseil des ulama, l'institution religieuse officielle, qui y a cette interprétation avancée du djihad, c'est très très intéressant et très important. Sauf que malheureusement, ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que l'appel du djihad, dans son sens guerrier, dans son sens dit qu'il faut se battre contre celui qui nous oppresse, celui qui nous humilie, il est beaucoup plus fort et important. Moi, je vous rappelle, il y a un livre qui a été écrit en 1977 et qui s'appelle Al-Jihad al-Farid al-Ghaiba, Al-Jihad, l'obligation occultée. Ça, c'était le manifeste pendant des années de tous les groupes djihadistes en Égypte et qui explique très bien, à l'intérieur des textes, à l'intérieur des hadiths, à l'intérieur du Coran, que c'est une obligation, que le fait que, voilà, enfin, on est d'accord sur ce qu'on appelle Jihad Nafs. On est d'accord sur ça, mais ils disent qu'il y a aussi le djihad militaire, qu'il faut aussi l'opérer, qu'il faut le faire. C'est-à-dire qu'actuellement, un jeune, que ce soit à Casablanca, ou à Paris, ou ailleurs, et qui est en train de regarder ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe, est-ce qu'il va réagir juste par l'effort, juste par l'éducation? Et il a envie, ce qui est tout à fait normal. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Je donne un exemple historique, ce qui s'est passé pendant les années 30, où on a tous les marxistes et les communistes sont allés en Espagne pour défendre les valeurs de gauche. C'est la même chose actuellement. Ces gens-là sont attirés justement par cette volonté de redresser une injustice que subit le monde arabe et musulman. Tant qu'on n'a pas compris ça, bien sûr, on va produire les belles fatwas du monde, on va produire tous les textes, mais il y a un problème qui est là, c'est une situation au Moyen-Orient. Tant que cette situation-là, elle dure, elle perdure, on aura toujours des gens qui vont interpréter le djihad comme il est maintenant. Après, j'aimerais juste qu'on parle de la cellule qui a été démantelée aujourd'hui, parce que vous le dites, on n'est pas avec Milal, on n'est pas à l'abri, on le sait. J'aimerais juste réagir là-dessus. Oui, c'est juste justement donc parce que donc là il faut qu'on ait présent à l'esprit. Je pense que cette fatwa elle est importante. C'est aussi donc un message qui est donné, que ce soit donc en interne ou aussi donc à l'international. C'est aussi donc un message pour clarifier cette confusion. Néanmoins, il faut voir que Daesh elle utilise un système de propagande sophistiqué. La guerre, on a perdu la guerre de communication.
On l'a perdu. Et c'est là donc où il faut attaquer. Vous savez, vous avez des rappeurs aujourd'hui qui font la propagande, qui sont les porte-parole de Daesh. Et ça fait des tabacs parce que donc, bon, ils arrivent à convaincre. Vous avez ce malheureux Omar Orsem, le 19HH, et tout ce que vous voyez comme vidéo, et qu'est-ce que donc ça rattrape parce que ça leur parle à ces jeunes. Ce sont donc leurs codes, ce sont leurs valeurs, ce sont leurs références, dans tout ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Vous voyez donc toutes ces vidéos donc qui offrent donc cette guerre virtuelle après donc ce passage vers le réel. On est en train de communiquer sur deux niveaux complètement donc différents et asymétriques. On n'arrive pas. Il faut aujourd'hui qu'on s'attache à être présent sur ce terrain pour communiquer avec les jeunes, avec donc un langage qu'ils vont comprendre. C'est tout un travail. Alors ce matin, la BCIG a démantelé une cellule Abnimlal, ce qui nous montre, ce qui nous prouve, si l'on en avait besoin, qu'on est toujours en danger. Nos services fonctionnent à plein régime. Quelle est la différence entre, on voit ça, on se dit, on est l'efficacité de nos services par rapport à l'efficacité des services français, il n'y a pas photo. Enfin, je pose la question. Hein. Il faut prendre les choses comme ça. Non, je pose la question. Auparavant, j'aimerais emboîter sur ce que disait le professeur Nahmou concernant la maîtrise de l'outil numérique par Daesh. On est d'accord. Ça, c'est clair. Et puis, cette fatwa, elle est utile. Le mot jihad est galvaudé. Il faut quand même structurer ça. Puis, le jihad, à mon humble avis, maintenant, c'est le dialogue des civilisations, le dialogue des cultures et le dialogue des religions et le développement humain. C'est ça le vrai djihad au XXIe siècle. Concernant le démantèlement dont vous venez de parler, nous sommes dans une logique vers à moitié vide et vers à moitié plein. Moi, je pense pour la deuxième. C'est une efficacité préventive de... Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'école marocaine doit être pensée. L'école marocaine du renseignement. Du renseignement et de l'anticipation et des interpellations préventives. Vous savez, une fois que ça arrive, personne n'a le mérite d'avoir identifié ou arrêté. Je pense qu'il vaut mieux que ça n'arrive pas. C'est ça l'anticipation. Cartographier des risques, évaluer un peu leur probabilité d'occurrence et faire des parades. Nous sommes dans de la parade préventive. Nous sommes très opérants. J'espère que ça continue, avec évidemment le bémol que le risque zéro n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera jamais. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est Louazani, juste un dernier mot parce qu'il nous reste une minute. Enfin, j'essaie de vous faire dire un dernier mot, si on a le temps, très rapidement. Moi je dis heureusement, et c'est une manière aussi de saluer aujourd'hui nos services de renseignement et de sécurité qui sont excellents, qui sont très efficients aujourd'hui, mais aussi il faut de la vigilance de la part de tout individu dans cette société qui aime ce pays et qui voudrait bien que ça n'arrive pas. Parce que la vigilance est très importante pour aider. Mais, le grand mais aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas qu'on agisse rien que dans l'urgence et qu'on réagisse quand il y a un événement exceptionnel, mais il faut un travail de fond. Et ce travail de fond doit se faire au niveau des jeunes très tôt, bien en amont et par les moyens qu'ils comprennent et qu'ils perçoivent et qui sont efficients à leur niveau. Alors, j'ai pas lu beaucoup de tweets, on n'a pas eu le temps aujourd'hui, parce qu'avec tout ce qu'on a essayé de comprendre et de décrypter, mais juste pour illustrer ce que Abdullah Tsourabi disait tout à l'heure, j'ai quelques tweets qui sont dans le même sens, qui dit personne ne parle de nos frères en Syrie ou en Palestine. Ça, voilà, on revient sur ce sentiment d'humiliation, ce sentiment d'inéquité et de frustration qu'il peut y avoir dans ces foyers-là. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je suis désolé, vous le savez, on est en direct, on doit rendre l'antenne. Merci d'avoir été avec nous. La rediffusion à 22h46, vous nous avez pris en route. Excellente soirée sur Média TV. À demain.